Bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Chaque jour sur Énergie 12, je vous raconte des histoires vraies, aussi fascinantes que bouleversantes, et nous les décryptons avec nos experts et nos invités, parce que la réalité sera toujours plus forte que la meilleure série télé. Voici le sommaire de ce nouveau numéro de Crimes et Faits divers. À Valenciennes, dans le Nord, Yolande, 10 ans, grandit entourée de ses parents et de ses 5 frères et sœurs. Passionné de danse et de chant, le jeune garçon s'épanouit dans le club de danse ouvert par sa mère Céline. Mais l'arrivée de Nadia, une nouvelle professeure, chamboule le petit garçon. Il vit mal les méthodes d'enseignement de cette professeure qui l'aurait prise en grippe. Déjà fragilisée par le décès de son grand-père, Yolande commence à faire de nombreuses crises d'angoisse. Et s'il ne se plaint pas tout de suite à sa mère, de nombreux exemples d'humiliation et de brimades sur Yolande et d'autres enfants reviennent aux oreilles de sa maman. Choquée, elle décide donc de renvoyer Nadia, mais cette décision passe mal. Nadia commence alors à faire payer son renvoi au petit Yolande en le harcelant régulièrement dans la rue, dans le parc ou même en bas de chez lui. La situation est telle que la famille se trouve obligée de déménager pour protéger Yolande. Mais le jeune adolescent ne parvient pas à s'adapter à son nouveau quotidien. Très fragilisé par toutes ces épreuves, il finit par commettre l'irréparable en mettant fin à ses jours. Céline et Benjamin, les parents de Yolande, seront en direct sur ce plateau. Dans le Tarn, un matin de juin, Philippe rend comme à son habitude visite à sa mère Renée, une retraitée de 85 ans. Mais en pénétrant dans la maison, il fait une macabre découverte. Le corps de sa mère est étendu sur le sol à moitié calciné. Sous le choc, Philippe contacte les gendarmes. Il constate alors que la maison a été retournée et que de l'argent a été dérobé. Cependant, il ne remarque aucune trace d'effraction. Renée devait donc connaître son meurtrier. Avec Félicité Kindoki, nous ferons le point en direct sur les faits divers les plus marquants de ces dernières heures. Bonjour Félicité. Bonjour Jean-Marc. Je vous parlerai de ce père de famille qui a abattu sa propre fille par arme à feu mercredi. Il a également tiré sur son gendre qui l'a grièvement blessé. Et pour analyser avec tous ces histoires et répondre à toutes les questions que l'on se pose, nos experts de Crimes et Faits divers à la quotidienne sont aujourd'hui maître Florence Rouas, avocate, pour nous expliquer les procédures judiciaires. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Le docteur Stéphane Clerget, pédopsychiatre, pour comprendre les rouages psychologiques de chacun. Bonjour. Bonjour à tous. Et puis chaque jour en fin d'émission, le droit de suite est avec Marie Solis. Bonjour Marie. Sur quelle affaire va-t-on revenir tout à l'heure? Bonjour Jean-Marc, on va se replonger dans le procès en appel de cet homme accusé d'avoir enlevé, violé et tué une jeune femme dont le corps n'a jamais été retrouvé. Pour commencer cette quotidienne, donc le témoignage bouleversant de Céline et Benjamin, dont le fils s'est suicidé à cause du harcèlement. Yolande a 10 ans, il grandit à Valenciennes dans le Nord avec ses parents et ses 5 frères et sœurs. Le jeune garçon est passionné de chant et de danse, 2 disciplines qu'il pratique dans le club que sa mère vient de créer. Céline permet à son fils de la suivre dans chacun de ses cours et tout va pour le mieux pour la petite famille jusqu'au jour où le père de Céline décède. Yolande est très affectée car il était très proche de son grand-père. Fragilisé, le garçon commence alors à faire des crises d'angoisse et des pelades. Ses parents mettent d'abord la réaction sur le dos d'un deuil difficile, mais ils comprennent très vite que le problème pourrait être tout autre. Au club de danse, l'ambiance n'est en effet plus du tout la même depuis l'arrivée d'une nouvelle professeure qui s'appelle Nadia. La femme humilie régulièrement les enfants et notamment Yolande. Des plaintes de parents et de bénévoles commencent à remonter aux oreilles de Céline qui se trouve obligée de prendre des mesures. Nadia est alors écartée du club de danse et contrariée, la jeune femme prend mal cette décision. Elle aurait commencé à s'en prendre de plus en plus régulièrement à Yolande, allant même jusqu'à le harceler sous la fenêtre de sa chambre. Un harcèlement de plus en plus intense qui finit par obliger la famille à déménager. Nous sommes à Valenciennes, dans le nord de la France. C'est ici que grandit Yolande, entourée de ses parents et de ses 5 frères et sœurs. Le petit garçon est passionné de chant et de danse. 2 disciplines qu'il pratique dans le club que sa maman Céline vient de créer. Mais si du haut de ses 10 ans, Yolande a tout pour être heureux, il affronte un événement douloureux, la perte de son grand-père. Et alors qu'il tente de faire son deuil, son quotidien est perturbé par l'arrivée d'un nouvel adulte. Il s'agit de Nadia, la nouvelle professeure de danse du club. Et cette nouvelle professeure humilierait souvent les enfants.
en particulier Yolan, qu'elle aurait prise en grippe, car il est le fils de la présidente. Un jour, alors que le garçon souhaite chanter en anglais, sa professeure se serait moquée de sa prononciation devant tout le monde. Yolan s'effondre et finit par chanter une autre chanson, dos au public. En coulisses, la famille ne se doute de rien. Mais au fil des cours, Yolan se renferme sur lui-même. Les semaines passent et l'enfant développe des crises d'angoisse et des pelades. Ce n'est finalement que quelques mois plus tard que la vérité remonte aux oreilles de Céline. Des collègues et des parents d'enfants se plaignent des comportements déplacés et des crises d'hystérie de Nadia. Après concertation, Céline décide de la renvoyer du club. Mais Nadia ne compte pas s'arrêter là. Alors qu'elle tient Yolan comme responsable de son renvoi, elle se livre à un véritable harcèlement sur le jeune garçon. Le jour de l'anniversaire de la mort du grand-père du petit Yolan, elle serait venue sous sa fenêtre. Elle aurait alors diffusé la chanson préférée du grand-père pour rendre Yolan triste. Nadia continue également à se présenter aux sorties publiques du club. Elle en aurait profité pour dire à Yolan que Dieu est en colère, car sa maman l'a renvoyée du club de danse. C'en est trop pour Céline, qui se rend au commissariat afin de déposer plainte. Et pour protéger son fils, elle décide de déménager du centre-ville. Mais elle est loin de se douter que le calvaire de son enfant n'est pas terminé. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crime et Faits divers. Bonjour Céline. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes la maman de Yolan. Et bonjour Benjamin, vous Bonjour. êtes le papa de Yolan. Céline, votre histoire, finalement, elle paraît un peu folle, pour dire les choses, parce qu'on se demande comment une dame peut s'en prendre autant à un jeune garçon, et aussi violemment. Et vous allez essayer de nous raconter comment les choses se sont passées. Vous avez ouvert un club de danse? Oui, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Et Yolan, en fait, il vous suit? Mais oui. Il adore ça? Oui, il adore ça. En fait, il adore tout ce que j'adore. Donc, par plaisir, pour me faire plaisir, il me suit dans la danse qui est censée être pour les filles à l'époque. C'est surtout les filles. En 2014, on n'entend pas encore parler de beaucoup de garçons dans les clubs de danse. Et du coup, ça a été même le premier garçon du club de danse. Il est comment, Yolan? Comment vous le décririez, vous C'est un petit amour, comme toutes les mamans vont dire. C'est un petit amour. Il est fort croyant. Et c'est ça qui est même perturbant à son âge, c'est qu'il vit par rapport à la croyance, à Jésus. Sa vie, lui, c'est Jésus. Parce que c'est vous qui lui avez... Non. Non, moi, j'ai été élevée dans une famille catholique, ouais. Mais c'est ma maman qui est évangélique et qui va dans les églises évangéliques, et il a été avec elle. Et en fait, c'est joyeux, c'est gospel, ça chante, ça claque des mains. Et il a été passionné, voilà, depuis qu'il est tout petit. Donc c'était aider les gens, toujours joyeux, toujours faire rire les gens, apporter la bonne humeur autour de lui. Benjamin, Oui. comment vous décririez, vous, Yolan? Alors Yolan, c'était un petit garçon, comme a disait madame, super joyeux, super attendrissant. C'est un enfant avec qui on adorait jouer, moi-même. En tant que papa, je suis un grand joueur, et avec Yolan, c'était vraiment une partie de plaisir. C'était ces moments, en fait, où j'allais mal, j'allais voir Yolan, et il disait, papa, viens, on va jouer ensemble. Viens, on va à la pêche. Et je me rappelle ces petits moments comme ça, où il avait 6-7 ans, où il disait, papa, ça va pas trop aujourd'hui. Il me dit, non, je lui dis, ça va pas trop. Il m'a dit, écoute, on va à la pêche. On était à 5 de la pêche, et je sais qu'on est partis tous les deux. C'est lui qui vous remontait le moral? Yolan est toujours là pour remonter le moral. Yolan, il était, je sais pas comment décrire, c'était un enfant tellement rempli d'amour, en fait, que dès qu'il y a un truc qui n'allait pas, Yolan, il me remontait en fait le moral, mais c'était hallucinant, quoi. Il me remplissait de joie. C'était pas un enfant vraiment... Il faisait ça avec vous, Céline, aussi? Moi, il me protégeait énormément, énormément. C'est-à-dire que la vie était toute belle. On vivait au pays des bisounours avec Yolan. Tout était beau. C'est quand j'étais pas bien, quand mon papa est décédé, j'étais pas bien, il était pas bien, mais un sourire, il nous regardait, il disait que tout allait aller et qu'on allait y arriver. Et... Il avait 10 ans, hein? Oui, il était très jeune, il avait même 9 ans et demi. 9 ans et demi. Vous parlez du décès de votre papa, et c'est important. Oui. Parce que ça va être
pour lui, malgré tout, une bascule. Oui. Même si vous dites que voilà, il vous remontait le moral dans ces moments-là, mais malgré tout, il va être très perturbé par le décès de son grand-père. Donc. Oui, parce que sur mes 6 enfants, Yolande a une complicité énorme avec son papy, vraiment une complicité comme un père et un fils. C'était vraiment... En fait, moi, je suis fille unique déjà, donc mon papa était le patriarche de la famille. C'est un exemple. Et mon papa était vraiment l'enfant qui était vraiment, vraiment collé à lui. Et donc, que votre papa meurt le 1er juin 2015. Oui, c'est ça. Et donc, bon, à partir de là, vous sentez qu'Yolande, il est perturbé. Oui, il a été très, très perturbé. Il fait quoi? Il fait une petite dépression? Oui, en fait, on ne peut plus parler de papy devant lui. Si on dit Michel ou papy devant Yolande, il s'effondre, il se met à pleurer, il est vraiment pas bien. Donc on sait qu'il est très fragilisé par rapport au décès de son papy. Et vous allez vous constater dans le quotidien, quand il fait des spectacles ou des choses comme ça, que souvent il est pas bien, il va même s'effondrer sur scène? Oui, oui. Je crois à 2 reprises. Oui, il s'effondre à 2 reprises. La toute première reprise, il s'effondre et en fait... En larmes, c'est ça? Il s'effondre en larmes. Il pleure d'un coup. Et je lui donne la main derrière, parce que le monsieur me demande de venir, je lui donne la main, il se retourne, il me serre dans les bras, et là, il ne peut plus continuer. On sort de scène et il recommence après. Là, il peut chanter, et il s'effondre une 2e fois, une année ou 2 années après. Là, vous vous dites, en fait, il a du mal à se remettre de la mort de son grand-père. Il y a quelque chose qui va vraiment pas. Il peut même pas chanter sur scène alors que c'est sa passion. J'ai là, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui se passe mal avec le décès de son papy. Vous en parlez en famille? Oui. Du décès, vous en parlez? Oui, très souvent, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'en parler. Hein. On a une famille très, très soudée, en fait. Dans la maison, tous restent rapprochés. Et il dit quoi, Yolande, sur son papy? Et Yolande, c'était « Papy me manque ». Il nous reparlait souvent des balades avec papy, parce qu'il allait souvent en balade dans les bois de papy. Il allait souvent voir aussi une copine, sa copine, chez elle, et à chaque fois, il me dit « ça me manque, ça me manque, ça me manque ». Mais ça ne me perturbait pas, on va dire, en soi, dans la vie. Il avait son manque, c'est vrai, mais c'était pas tous les jours. On voyait qu'il en parlait, et ça lui faisait du bien, quoi. Et après, rebelote, on repartait sur des jours heureux, quoi. Il y a ce décès qui va le toucher, vous pensez vraiment que c'est ça le problème, mais à un moment donné, vous commencez à entendre certaines choses qui se passent dans l'école de danse. Voilà, c'est ça. C'est quoi les rumeurs que vous entendez? Alors, j'ai tous les bénévoles, quasiment, qui se plaignent d'une autre bénévole qui humilie beaucoup. Qui était professeur. Voilà, qui est professeur de danse, qui a commencé à être coiffeuse et qui a ensuite été professeur, qui humilie beaucoup, qui hurle beaucoup sur les enfants, que ça se passe très mal avec les enfants. Donc moi, en tant que présidente, je commence à aller dans les cours, à l'improviste. Et quand j'arrive, tout se passe bien. Les enfants sont en train de goûter, c'est la fin du cours, ils goûtent, ils boivent du coca, ils sont bien, ils disent rien. Donc je m'inquiète pas plus que ça. Après, on est dans une ville où cette bénévole-là n'est déjà pas aimée. Ouais. Donc au début, je me dis, je vais pas commencer à fabuler comme tout le monde, je vais faire attention et je vais surveiller. Donc je mets une surveillante avec elle, qui va vite déjanter parce qu'en fait, elle se fait humilier, harceler. La surveillante? Oui. Elle était enceinte, elle en a perdu son enfant parce qu'elle a fait une grosse dépression. Et oui, ça a été très, 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 très loin. Donc là, vous allez décider de la virer? Voilà. Vous décidez de virer cette bénévole? En fait, je décide de la renvoyer au vu de tout ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai eu un élément déclencheur. C'est qu'en fait, Yolande, cette dame-là, elle peut être aussi bien gentille, comme elle a un autre côté qui est vraiment pas correct du tout. Et en fait, elle savait que Yolande aimait la chanson. Elle a dit à Yolande, lors du spectacle, tu vas chanter pour ton grand-père, c'est ce que tu veux, et je vais t'aider. Je vais t'aider à chanter en anglais, parce que moi, je connais pas du tout l'anglais. Yolande voulait chanter Stay By Me, qui est une chanson anglaise, pour son grand-père. Et en fait, ils ont répété ensemble et tout, et plus ça venait, et plus le comportement de mon fils, il commençait à changer. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et le jour du spectacle, il monte sur scène, il doit chanter donc 2 chansons, Stand By Me et Trait pour Trait. Il monte sur scène, il ne chante pas Stand By Me, il ne veut pas chanter Stand By Me. Il chante dos au public, il est à l'envers, il ne veut pas se retourner. Dos au public, on a la vidéo encore maintenant. Dos au public, il ne veut pas se retourner, il chante Trait pour Trait. Je suis à côté de lui, je le regarde et je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon enfant. Et à la dernière seconde, il se retourne au public. Et on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il se retourne pour faire plaisir aux gens, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui n'allait pas? Vous l'avez découvert? Donc j'ai demandé à Yolande le soir même, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'en peux plus, j'en ai marre. Elle fait que de crier sur moi et elle m'a dit que papy allait avoir honte de moi. Donc juste avant de monter sur scène, elle lui a dit comme ça, elle lui aurait attrapé le bras.
Et elle lui a dit, de toute façon, ton grand-père va avoir honte de toi. C'est dégueulasse. C'est inhumain. C'est pas dégueulasse, c'est inhumain. C'est pas normal, un adulte, il doit pas dire ça. Même si dans sa tête, on n'est pas bien, même si on va pas bien, on dit pas à un enfant ça avant de monter sur scène, sachant que c'est sa passion. Chanter, c'était sa passion, et on dit surtout pas que son grand-père, il va avoir honte. Là, on le détruit, même si on veut pas, on le détruit. C'est... Qu'est-ce que vous lui dites à Yolande? Ben, je lui promets il ne chantera plus avec elle, et que là, je vais la surveiller encore de plus près, et que je vais demander un renvoi. Parce que là, ça a été trop loin. Benjamin, vous réagissez comment, vous le papa, quand vous apprenez qu'elle a dit ça? Bah écoutez, moi je suis vraiment au plus mal parce que je me dis comment un adulte peut se comporter comme ça avec un enfant. Un enfant, c'est tout. C'est très sensible, surtout Yolande, elle connaissait son passé, elle connaissait très bien Yolande. Moi, je vais voir Céline, je lui dis, écoute Céline, en tant que papa, je ne peux pas réagir parce qu'on va dire, c'est pas toi de gérer ça, c'est à moi. On va dire, le mari n'a pas géré. Si madame est là, madame doit gérer. Moi, au fond de moi, je dis à Yolande, t'inquiète pas, maman, elle va gérer. Dès qu'il y a un problème, tu viens me dire directement. Ce que je voyais, Yolande était au fond, elle n'était pas bien parce qu'elle a tout dit à sa mère. Et sa mère, elle est partie la voir. Et je le voyais en fait qui était recroupillé sur lui. Je lui dis, Yolande, ça va pas? Elle me dit, bah non, tu sais, j'ai encore dit maman, mais ça me fait mal au cœur parce que maman, elle est pas bien. Je dis, bah écoute, Yolande, quand c'est comme ça, si t'as n'importe quel problème, tu viens me voir, je serai toujours là pour t'écouter. Mais c'est vrai, quand j'ai appris ça, j'ai une partie de moi en fait qui s'est déchirée parce que je me dis, un enfant, ça doit pas subir ça. Déjà, un adulte, ça a du mal, mais un enfant, c'est pas possible. Céline, au final, donc vous allez réussir à renvoyer Oui. cette professeure? Oui. J'ai laissé beaucoup de chance parce que je suis quelqu'un justement qui pardonne beaucoup, qui laisse beaucoup de chance. Et on ne fait pas du mal aux gens. Donc je lui ai laissé la chance de se réintégrer dans la ville où il y avait beaucoup de gens qui la détestaient. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là, en fait. Ça Oui. aurait pu s'arrêter là. Voilà. Mais simplement, elle, ce que vous nous racontez, c'est qu'elle va continuer à harceler Yolande. Oui. Dans la ville? Dans la ville, dans la rue. Et qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle le filme, elle le voit, elle le filme comme ça, droit devant lui. Au milieu de la ville, comme ça? Au milieu de la ville, au milieu des gens qui voient, au milieu de tout le monde. Et elle le filme et elle dit, c'est lui le fils de la présidente de Flashdance. Je ne sais pas si j'avais le droit de dire le nom. C'est lui le fils de la présidente. C'est à cause de lui si je suis renvoyée, c'est à cause de lui. Et là, il se met à pleurer, il rentre à la maison et il nous explique que ça ne se passe pas qu'une fois. Oui, j'allais vous dire, elle fait ça une seule fois ou elle renouvelle? C'est à chaque fois qu'elle le croise dans la rue, c'est à chaque fois qu'elle le croise avec ses copains. Il y a d'autres victimes dans la ville, il y a d'autres victimes dans le club de danse qui subissent les mêmes choses. Mais il vous le raconte, ça, Yolande? Oui, il nous le raconte à sa manière. Et qu'est-ce que vous faites? Alors, au début, je l'attrape. Une fois, deux fois, trois fois. Vous allez la voir. Voilà. Vous allez la voir, voilà, vous la prenez entre quatre yeux. C'est une personne à qui on ne peut pas parler parce qu'elle a toujours raison. Ouais. Donc ça va une fois, deux fois, trois fois. Mais elle reconnaît qu'elle fait ça? Ah non, pour elle, c'est pas normal. Pour elle, en fait, elle ne filme pas. C'est Yolande elle était avec son téléphone, elle regardait comme ça quelque chose. Et donc voilà, donc c'est toujours nié. Donc au bout d'un moment, j'en ai marre et là, je commence à déposer des plaintes. Donc je vais au commissariat avec Yolande. Vous déposez des plaintes ou des mains courantes? Des plaintes. Des plaintes et des mains courantes. Parce que pour avoir une plainte, il faut déjà bien insister. Ouais. Mais déjà pour avoir et là, on l'entend tous les jours, ça. Voilà. Et là, Yolande est là. Yolande raconte son histoire. Yolande pleure devant la police. On met une main courante. Mais jamais on nous appelle pour demander, venez bien vous expliquer qu'on note tout et que tout se passe bien. Juste, Benjamin, vous êtes le papa. Vous, à aucun moment, vous avez envie d'aller voir cette femme et dire maintenant, ça suffit? Ah si, j'ai envie d'y aller encore maintenant, je vous avouerai. C'est juste que moi, j'aurais pas les mots et j'aurais pas le tact en fait qu'il faut. Vous avez peur de déraper, pour être clair. Voilà, moi mon plus gros défaut c'est tu touches à mon enfant, j'ai peur de déraper. Il y a une fois où Yolande, de toute façon c'était la fois trop où c'est Céline qui a mis fin au truc, c'est vraiment parti trop loin. J'ai Yolande qui voulait rentrer à la maison en fait, elle était à 5 minutes de la maison. J'ai Yolande qui m'appelle en hurlant, en pleurant, qui me dit papa, au secours, je t'en supplie, viens me chercher. Je lui dis Yolande, qu'est-ce qu'il y a? Et elle me dit elle est en train de parler avec des messieurs et elle me montre du doigt. Alors j'ai dit à Céline, j'ai dit là je peux plus, j'y vais. J'ai couru, j'ai Céline qui m'a suivi, je lui ai dit écoute là je peux plus. Là on peut pas, ça va trop loin. L'enfant il m'appelle en pleurant, il était en train de pleurer en sanglots, il n'en pouvait plus, il faisait du spasme, il avait du mal à respirer. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit oui, elle montre du doigt avec deux messieurs. Il m'a dit j'ai peur qu'il me fasse quelque chose. Arrivé là, je dis à Céline stop, il faut que ça s'arrête. C'est pas une vie ça, c'est pas normal, c'est de l'harcèlement. Il faut le dire, là c'est carrément de l'harcèlement. L'enfant, c'est un enfant, même un adulte ne pourrait pas le supporter. Alors un enfant, comment il pourrait lui-même arriver à subir tout ça? C'est ce que je lui ai dit. Mais Céline, quand vous allez porter plainte,
à un moment, ça bouge quand même derrière, non? Rien? Non, ça bouge pas. Déjà, quand on va déposer plainte, il y a le monsieur qui est devant vous, puis qui vous dit « Encore avec cette dame-là ?» Donc déjà, si on dit « encore avec cette dame-là », c'est qu'il y a déjà eu des plaintes avant qui ne viennent pas de moi. Donc là, je me dis « Mon Dieu, est-ce que je vais être entendue ?» Et là, on me dit carrément, et on regarde Yolande, et on lui dit « Bah, quand tu la vois, tu traverses, tu changes de trottoir. » Donc les plaintes sont prises, mais il n'y a rien qui bouge. Pourtant, j'ai déposé une main courante, 2 plaintes et une lettre au procureur pendant le vivant de Yolande. Maître Florence Rouas, ça paraît hallucinant que personne ne bouge, là. Une main courante, 2 plaintes, une lettre au procureur, et rien n'est fait. Oui, ben voilà, on est toujours dans les mêmes voilà, situations où quelquefois la violence, quand elle est juste psychologique, hein, le harcèlement ou la violence psychologique, eh bien les gens le prennent ça avec plus de légèreté. Enfin, non, mais tout à fait, on est face à un mineur. Non, mais après, c'est une adulte. En plus, c'est une adulte qui s'en prend à un mineur. Après, Jean-Marc, c'est un état de fait que décrivent monsieur et madame sur cette situation qu'ils ont vécue avec leur enfant, avec cette femme qui a violenté psychologiquement leur enfant, avec finalement cette incitation, cette provocation au suicide, en fait. Hein, puisqu'on est dans le cadre légal de ce qu'on appelle la définition de l'infraction, c'est la provocation au suicide et du harcèlement moral. Donc tout ça est réprimé par le code pénal. Malheureusement, quelquefois, vous allez vous adresser à des services de police qui vont être plus ou moins réceptif à ce que vous allez dire. C'est la raison pour laquelle la loi est en train d'évoluer. Vous savez, il y a eu la discussion cette semaine. Une loi a été présentée auprès de l'Assemblée concernant le harcèlement scolaire. Mais quand on lit justement, alors c'était dans le cadre scolaire, mais également devant les établissements. Lorsque l'on lit la motivation de la présentation de cette loi à l'Assemblée, une des motivations fondamentales, c'est de dire il y a un constat aujourd'hui, le harcèlement comment dirais-je, se manifeste à tous les strates de la société, que ce soit voilà, dans les écoles, dans les cadres associatifs, dans le cadre du voisinage, dans le cadre du travail, etc. Donc, fort de ce constat, de plus en plus, le législateur va légiférer sur des délits spécifiques, dans des cadres spécifiques. Alors, en l'occurrence, ce que votre fils a vécu, ça rentre dans la définition pénale du code, de la provocation au suicide, du harcèlement moral, de la violence psychologique sur mineurs. Personne ne bouge derrière. C'est une fois qu'elle va porter plainte, personne ne bougeait. Elle a même écrit au procureur, c'est dingue. Je sais, mais après, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, si vous voulez, sur le terrain. Ouais. Et c'est vrai que je peux vous donner des conseils, vous prodiguer des conseils pour dire il faut insister, il faut... insister, là, elle a insisté. Et après, il faut se constituer partie civile entre les mains des juges d'instruction. Je ne savais pas à l'époque. Voilà. Les gens ne savent pas bien. De même qu'on peut faire une citation directe. Ouais. On prend l'initiative des poursuites. C'est vrai qu'il y a... Voilà. Il y a une chose qui est assez incroyable que vous nous avez racontée en préparant l'émission, c'est le 1er juin, c'est-à-dire c'était la date anniversaire du décès de son grand-père. Oui. Là, cette dame, elle va faire un truc qui est surréaliste. Alors là, je me suis crue dans un film. En fait, j'ai mon fils qui arrive en pleurs et qui dit « Maman, 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 maman ». Elle est là, il y a la musique à papy. Et je comprends pas. Elle est là, il y a la musique à papy. Je vais à sa fenêtre, parce qu'il venait de sa fenêtre. Et en fait, sa fenêtre donnait à l'avenue. Et je regarde, et je la vois partir avec sa voiture. Et en fait, elle avait mis la musique Roule de Soprano, qui est la musique que Yolande écoute pour son grand-père. Et il m'a dit la musique à fond. Elle s'est positionnée en bas de sa fenêtre. Juste en bas. Elle était dans sa voiture et elle a mis à fond la musique qui était celle de son grand-père. Et Yolande, il s'est effondré. Et là, je dis, c'est de la perversité. Il n'y a pas d'autre mot. Et là, je me dis, je suis dans un autre monde. Et comment je prouve ça? Je n'ai pas filmé, j'ai pas... Comment je prouve? Je vais encore aller porter plainte? On va me dire quoi? On ne porte pas plainte sur les gens qui mettent de la musique devant chez vous? C'est ça, je m'y attends. Docteur Stéphane Clerget, c'est vraiment de la torture psychologique, là. Oui, je reprends votre terme. C'est effectivement une forme de perversité et destinée à un enfant. Enfin, c'est terrible, ce manque d'empathie vis-à-vis d'un enfant. Avec cette volonté de lui faire du mal, c'est plus qu'un manque d'empathie. Oui. Il y a en plus la volonté de lui faire du mal. Oui. Alors, on peut imaginer que c'est indirect, c'est pour faire du mal à sa mère, mais ça a l'air quand même très, très centré sur lui. À la limite, on comprendrait mieux qu'elle harcèle, qu'elle vous harcèle, parce que c'est vous qui l'avez licencié. Et a raison, oui. Mais là, l'idée d'harceler un enfant, c'est de se mettre au niveau comme ça d'un enfant. On peut évidemment se questionner sur son état mental, mais c'est évidemment pas du tout une excuse par rapport à la violence de son comportement. Et
Mais ce que je comprends pas, effectivement, que ça n'ait pas été pris en compte dans la mesure où c'est en plus un très jeune enfant qui est victime de ça. C'est ça qui surprend. C'est ça qui est étonnant. Lors d'Halloween également, elle va vous suivre dans la rue? Oui, en fait, à Halloween, elle n'est pas venue exprès pour nous suivre. Dans la rue, on se croise, on habite la même ville. Et en fait, on la voit de loin et on l'ignore. On fait comme on fait d'habitude, on l'ignore. Et en fait, elle met un masque de mort-vivant, qui était gris, je me rappelle, devant elle. Et avec un rire cynique, elle est derrière nous, elle rigole et elle filme. Et elle vous suit dans la rue, Et en elle fait. nous suit pendant 5 minutes et on ne se retourne pas, on avance, on part. Allez chercher pourquoi. Vous voyez qu'il n'y a pas de réaction de la part des forces de l'ordre, vous voyez qu'elle continue, et vous allez décider de déménager. Oui, une première fois. Mais vous déménagez vraiment pour la fuir, elle? Oui, parce qu'on a eu aussi, où on a déposé une plainte, on a une voiture grise, il y a mes voisins qui s'en rendent compte, moi je m'en rends compte, on a une voiture grise qui est garée devant chez nous pendant 3 mois. Et cette personne-là, elle note tous ceux qui rentrent chez moi et tous ceux qui sortent. Mais elle fait rien. Elle ne nous parle pas, elle ne nous fait pas de mal, elle fait rien du tout. Donc j'en parle à la police. Bah oui, j'allais vous dire, vous Voilà. appelez la police. La police, elle nous dit si vraiment il se passe quelque chose, parce qu'il ne se passe rien. Il est devant chez moi, il est écrit sur un bout de papier. Le temps qu'il ne se passe rien, on ne fait rien. S'il se passe quelque chose, vous venez nous voir. Un jour, je rentre chez moi, il ne me fait rien, mais il me suit. Et là, j'en ai marre, j'appelle la police et là, je vais déposer plainte. Là, on prend ma plainte. Parce que ce monsieur, comme par hasard, quand il passe à côté de moi, il manque de me rentrer dedans. Il ne le fait pas exprès. D'après les dire après, il ne fait pas exprès, mais... Et là, on dépose plainte. Et la police, elle va trouver quelque chose? Et la police donc appelle, donc il dit qu'il ne connaît pas la dame, il la connaît pas du tout, il ne sait pas qui c'est. Ça n'a pas de lien, a priori? Non, ça n'a pas de lien, mais il dit qu'il est là, il cherche son ex dans ma rue. D'accord. Donc vous en avez marre, là? Là, j'en ai ras-le-bol. Là, vous en avez marre et vous allez déménager voilà, parce que, une première fois. je donne à la police quand même une photo où le véhicule du monsieur est garé devant chez la dame. Alors, suite à votre déménagement, Yolande va intégrer un nouveau collège, mais là aussi, les choses ne se passent pas comme prévu, puisque Yolande ne parvient pas à s'intégrer, il va subir les moqueries de ses camarades, il va sombrer encore davantage dans son mal-être, et un jour, votre fils croise Nadia, la fameuse professeure d'audience, qui va une nouvelle fois s'en prendre à lui, et une nouvelle rencontre qui va conduire Yolande à commettre l'irréparable. À la rentrée, le petit garçon intègre un nouveau collège. Mais Yolande ne parvient pas à se faire des amis. C'est avec un groupe de filles qu'il tente pourtant de se lier d'amitié. Mais cette proximité semble susciter quelques jalousies. Et à la sortie de l'école, il se fait régulièrement embêter. Le jeune adolescent n'en peut plus. Jusqu'au jour où il fait une violente crise d'angoisse. Il s'empare alors d'un couteau pour qu'on ne l'approche pas et explique à ses parents qu'il en a marre. Il explique qu'il a peur et qu'il en a assez de ne pas être écouté par la police et par les adultes. Céline, sa maman, est désemparée. La mère de famille tente par tous les moyens de changer les idées de son fils. Mais un jour, alors que l'une de ses amies l'emmène au parc, il recroise Nadia. L'ancienne professeure aurait alors insulté et filmé Yolande à son insu. Face à la situation, Céline prend les devants. Elle menace Nadia et part déposer une nouvelle plainte. Céline espère cette fois être entendue afin que son fils puisse tourner la page. Car Yolande sombre jour après jour dans son mal-être. Le garçon est méconnaissable. Il passe désormais ses journées sur son téléphone. Il ne dort plus. Les crises d'angoisse sont de plus en plus fréquentes. Il est en échec scolaire. Yolande fait tout pour éviter d'aller en classe. Il se plaint de maux de ventre, simule parfois des vomissements pour que sa mère vienne le chercher au collège. Ce qui entraîne encore plus de remarques et de brimades de la part des professeurs et de ses camarades. Un soir, Yolande publie sur son compte Facebook qu'il en a marre de tout ça. Céline voit son appel au secours et répond à son message en lui rappelant que tout va s'arranger avant de le prendre dans ses bras pour le reste de la soirée. Yolande est effondrée, mais il semble aller mieux. Et le lendemain, mère et fils préparent ensemble un spectacle de danse qui doit avoir lieu le soir même.
Mais quelques heures avant la représentation, Yolande dit à sa mère qu'il va chercher son amoureuse et qu'il reviendra avec elle. Les heures passent, mais Yolande ne revient pas. Céline s'inquiète. Elle tente de le joindre en vain. Mais à 21h, la mère de famille et son mari regagnent leur domicile. Et là, ils ont la surprise de voir que la lumière de la chambre de Yolande est restée allumée. Lorsque Céline passe le pas de la porte, elle découvre l'horreur. Yolande s'est pendue à son lit. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crime et Faits divers avec Céline et Benjamin, son papa et sa maman. Yolande, vous l'avez vu changer? Oui. Vous avez vu changer son caractère, sa façon d'être? Il sourit. Il sourit. Il sourit parce qu'il veut que je sois heureuse, donc il sourit. Mais il n'est plus pareil. Il est toujours enfermé, il est dans sa chambre, il ne veut plus aller à l'école. L'école, elle m'appelle toutes les semaines, il faut aller le chercher. Je lui parle, j'arrête pas de lui parler. Pour moi, je lui dis, il y a quelque chose à l'école. C'est dans l'école, il y a quelque chose, t'es harcelé et tout. Il me dit que non. Je vois qu'il est avec beaucoup de filles qui apprécient à l'école. Je vois que tout se passe bien pour lui à l'école, on va dire au niveau des camarades. Et en fait, je ne sais plus quoi faire parce que je ne trouve pas de solution. Et je m'en voudrais tout le temps parce que je crois que c'est un peu de ma faute. Parce que la fameuse fois où il était dans le parc et qu'il s'est fait agresser par la prof de danse, j'y suis allée. Et j'y suis allée pour vouloir faire justice moi-même, mais pas méchamment. J'y étais. Et devant mon fils, j'ai dit à la prof de danse, si tu touches encore un cheveu à Yolande, c'est moi qui te tue, quitte à ce que tu vas en prison. Quitte à ce que je vais en prison. Et Yolande, il l'a entendu. Et à partir de ce jour-là, janvier 2018, il m'a plus jamais dit qu'il se passait quelque chose avec elle. Et c'est là que la descente aux enfers, elle est arrivée. Parce qu'il avait peur que vous alliez en prison? Oui. Il a eu peur, il a voulu me protéger. Il disait à tout le monde, vous le dites surtout pas à maman, maman, elle a trop pleuré. Il va y avoir un événement également terrible dans la ville, c'est un petit garçon oui. Qui va se suicider. Un petit garçon que Yolande connaissait un peu, il s'était vu l'été d'avant. Voilà, il a joué une journée dans le parc l'été d'avant. Et pour Yolande, c'est très important ce décès parce que c'est une personne à qui il a parlé et c'est un enfant. Donc il est très très affecté, Yolande. Il va être très touché par ce suicide. Oui, oui, très 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 touché par ce suicide. Il veut même aller en l'enterrement, donc plusieurs fois je refuse parce que c'est l'enterrement d'un enfant. Et Yolande, il insiste, il me dit, si, il y a même mon tonton de cœur qui sera là, t'inquiète pas, il sera là, il y aura tout le monde, il y a la cellule de l'école et tout, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et donc il va à l'enterrement. Apparemment, à l'enterrement, ça a été l'enfant le plus affecté qui s'est vraiment effondré dans l'église et tout ça, parce que j'ai eu les retours qui me l'ont dit. Et l'après-midi même, il est tombé amoureux. Il est tombé amoureux de la petite Léa. Et en fait, quand il est revenu à la maison, il nous a parlé que de ce qu'il ressentait pour Léa et pas de sa journée la plus triste. Donc encore une fois, il était là avec son sourire et puis il me disait « Maman, j'ai des papillons dans mon ventre. Quand je la vois, là je suis sûre c'est la bonne, c'est mon amoureuse. » Alors ça aurait pu positiver les choses, mais le lendemain, quand il va retourner à l'école, il y a le professeur qui va lui faire une remarque. Oui, là encore, on a entendu beaucoup de choses. Donc on fait très attention à ce qu'on entend parce que nous, on n'était pas là. Et il y a plusieurs phrases qui sont remontées. Donc une qui revient tout le temps, c'est que le professeur aurait dit pendant l'absence à Yolande, « Eh ben maintenant, il tue ses amis pour pas aller à l'école. » De dire qu'il a inventé un enterrement pour pas aller à l'école. Donc les enfants l'ont entendu. Donc quand Yolande est retournée à l'école, automatiquement, les enfants l'ont dit à Yolande. Donc je ne sais pas s'ils l'ont dit en se moquant ou en lui disant. Et Yolande s'est effondrée à l'école au point de se retrouver dans le bureau de la CPE. Et là, on ne m'a pas appelé. Là, on ne m'a pas dit, il faut venir chercher votre enfant, il n'est pas bien. On m'appelle toutes les semaines pour me dire qu'il pleure, qu'il a mal au ventre, qu'il faut aller le chercher. Mais là, qu'il est effondré, qui a été à l'enterrement d'un enfant la veille, on ne m'appelle pas. Il va écrire sur Facebook. Oui. Et cette fameuse phrase, j'en ai marre de tout ça. Oui. Et ça, vous allez le voir, vous allez le savoir. En fait, je suis dans mon lit le soir, et lui est dans sa chambre, donc on n'est pas au même étage. Et je vois la phrase, j'en ai marre de tout ça, et je vois tout le monde qui commente, oui, pour ton ami Andy. Et mais moi, je connais Yolande. Yolande, il y a trop de respect pour marquer ça. Ça, c'est pas Andy, ça. Yolande n'aurait jamais dit ça pour une personne. Donc du coup, publiquement, je lui ai mis, t'inquiète pas, ça va aller. Et en privé, je lui dis, viens dans ma chambre. Il vient, et là, il s'effondre, il pleure. Mais il ne sort pas un mot.
Et je lui dis, dis-moi ce qu'il y a. Je sais que c'est pas Andy. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Et dans son regard, il y a un vide. Il y a 13 ans, il y a un vide. J'ai jamais vu ça dans les yeux d'un enfant. Et là, je lui dis, tu dors avec moi ce soir. Donc, il a dormi dans mon lit à 13 ans. Et il n'a pas dit il ne m'a jamais dit ce qui allait pas, si c'était l'harcèlement, si c'était... Je me rappelle que moi, la dernière phrase que j'ai pu lui dire ce soir-là, je lui dis, tu sais, Andy, il a fait une grosse bêtise. Toi qui es croyant, si un jour tu veux rejoindre ton papy, que tu dis que tu veux aller au paradis, ça, faut surtout pas que tu le fasses, parce que c'est une très grosse bêtise. Et il m'a regardé, et j'avais l'impression qu'il avait compris, et puis qu'il était soulagé, puis que ça allait mieux. Et ça veut dire que vous aviez peur qu'il fasse une bêtise? Je crois que j'ai pas voulu l'admettre. Voilà, j'ai pas voulu l'admettre, mais pour sortir cette phrase-là, c'est qu'au fond de moi, j'ai dû avoir peur quand même. Le 26 avril, il doit faire un spectacle, oui. C'est ça Oui. Il doit faire un spectacle la semaine d'après, mais c'est la répétition générale. Il va vous dire qu'il doit aller à la maison? Oui, non, en fait, on est à la maison. Ouais. Voilà, on est à la maison et il doit aller chanter sur scène face au public. Là, c'est sa vengeance. Il va chanter face au public avec sa petite chérie, main dans la main. Et il est fier, donc il prépare le spectacle avec moi et tout ça. Et moi, je dois partir en avant parce que je dois préparer la salle et tout ça. Et je lui dis, tu veux qu'on te prenne? Il me dit, non, je dois me préparer. Je vais aller chercher Léla et on se rejoint. Donc je lui dis, d'accord. Donc on arrive à la salle. Les enfants, tout le monde commence à arriver, les bénévoles, tout ça. Et je demande à tout le monde, il y a quelqu'un qui a vu Yolande? Et tout le monde me dit non. Donc je pouvais lui envoyer des messages. Donc ils ont envoyé des messages, ils n'ont pas de réponse. Moi, j'en envoie plusieurs. Et mon mari a envoyé en fait plein de petites émoticônes. Et il a dit, quand il va regarder, on va tout de suite voir qu'il a regardé, ça fait din. Au moins, on savait qu'il aurait répondu et on savait où il était, parce qu'il aurait été obligé de répondre. Et en fait, les émoticônes n'ont jamais bougé. Et là, j'ai eu peur, j'ai dit, mon Dieu, il s'est fait racketter. On lui a volé son téléphone, c'est pour ça qu'il ne peut pas nous appeler et qu'il ne peut pas venir. Et j'ai dit, ou alors, on va encore attendre un petit peu, le connaissant, comme il est le fils de la présidente, il a droit de tout, entre guillemets. Il va arriver en star. Il va arriver à la dernière minute avec sa copine, ils connaissent la chanson par cœur, ils vont chanter, ils vont faire la répétition et ils vont partir. Et en fait, arrivent les dernières minutes, et là, j'ai à mon mari, Yolande, il ne me laissera jamais faire une crise d'angoisse si je ne sais pas où il est. Il y a quelque chose qui ne va pas, on fonce à la maison. Donc là, on fonce à la maison parce que pour moi, il s'est fait racketter son téléphone, il s'est passé quelque chose. Et en fait, dès que j'arrive à la maison, je vois la lumière, j'entends mes chiens aboyer et là, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Yolande ne serait jamais partie dans la journée en laissant les chiens dehors. Donc je rentre, je cours parce que mon mari l'avait eu entre eux deux au téléphone et il finissait de dire à mon mari, j'arrive, je sors du bain. Donc je me suis dit, mon Dieu, il est tombé. Il a fait un malaise dans le bain, il est tombé avec le téléphone. Je cours dans ma salle de bain, j'ouvre la porte de la salle de bain. Et là, je fais un non savoir. Je vais dans sa chambre pour éteindre la lumière. Et là, je vois. Je souhaite ça à personne, déjà d'une. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que ça voulait dire de voir sa vie défiler. Parce que quand j'ai vu sa tête, et j'ai compris que je ne pouvais plus rien faire, j'ai hurlé. J'ai appelé mon mari, qui est arrivé, qui n'a pas voulu rentrer dans la chambre, parce que je venais de lui dire que son fils s'était pendu. Je l'ai pris de force, je l'ai jeté dans la chambre. Il a hurlé. On s'est sauvés de la maison. J'ai tapé à la voisine d'en face. Je lui ai demandé de m'aider. Et là, trou noir, me demandait plus ce qui s'est passé. Dans ma tête, je comprenais que mon fils était décédé, mais pour moi, il était vivant. Jusqu'à temps que la police vienne me dire que c'est fini et qu'elle me parle d'un prof. Benjamin, vous n'avez pas voulu rentrer? À l'heure actuelle, c'est encore super dur. Je sais que moi, j'ai encore mes derniers souvenirs avec Yolande, le matin même, où auparavant, j'avais appris ce qui s'était passé avec le prof, qui me disait, écoute, papa, il a passé série télé, là. Il m'a dit, regarde, il a gagné. Je lui dis, Yolande, je l'ai regardé, je dis, comment tu fais, en sachant tout ce qu'il t'a fait, de me parler de lui, mais vraiment dans la joie, il me dit, en étant content pour lui, quoi, qu'il avait gagné. Et il me dit, écoute, papa, il me dit, c'est comme ça. Il me dit, je sais pas, il me dit, c'est comme ça. Et le matin même, je lui ai dit, écoute, on va au champ, tu veux pas venir?
Non, et si je vous dis, c'est comme Madame a dit, on est arrivé. J'ai vu toute la vie défiler, je me suis même dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi personne n'a bougé? De là, depuis, je vous dis, j'ai mes enfants, hein, mais j'ai énormément de mal à monter. J'en parle à personne. Je peux pas être faible devant madame. On est obligé d'être solide à deux. On a des enfants derrière. On se bat justement contre le harcèlement. Parce que ça n'arrive pas qu'à nous, ça arrive à tout le monde. Et c'est pas la première victime, ce sera pas la dernière. Alors on essaye justement de s'épauler au mieux. Votre volonté de ne pas rentrer dans la chambre ce soir-là, c'est pas vouloir voir ça? En fait, j'ai envie de vous dire, à ce moment-là, j'ai perdu contrôle. J'ai perdu tout contrôle. Je me suis dit, si sa mère le voit, moi, je ne pourrais pas. Je n'ai pas cette capacité, en fait, cette force, en fait, on va dire, de pouvoir rentrer et de le voir. Pour moi, non, Yolan, il n'est pas mort. Pour moi, non, je ne veux pas. Non, c'est pas possible. C'est quand je vous dis qu'elle m'a pris, je ne sais même pas comment elle a fait, hein, je me suis retrouvé ni à ni à lui. Et écoutez, j'ai déjà vu des personnes comme ça, on va dire, partir. Mais un enfant, c'est pas logique. C'est pas logique de voir un enfant, en plus, comme ça, quoi. C'est pas logique. Je me dis, tout aurait bougé, ne serait pas arrivé là, quoi. Yolan, il aurait été écouté, Yolan, il aurait été au moins, ne serait-ce écouté, au moins une chose aurait bougé. Une petite chose. Au moins, ne serait-ce une petite chose, je suis sûr que Yolan, il l'aurait pas fait. Là, on est arrivé à un moment où, en fait, cet enfant, il se sentait pas écouté. Il s'est dit, si la justice même ne bouge pas, mes parents pourront rien faire, alors qu'est-ce que je peux faire? En fait, il est arrivé sur un sens unique, en fait, si vous voulez. Et un sens unique, il s'est dit, je peux plus rien faire, et cet enfant, il est parti, c'est tout. Il s'est dit, je peux plus rien faire. Il avait peur, en fait, pour lui, il avait peur de ne pas réussir à vivre tout seul, c'est ce qu'il disait. Il dit, j'ai peur de rester là. Il pleurait même des fois, il dit, écoutez, j'ai peur de grandir parce que quand vous ne serez plus là, toi, maman, et mes frères et sœurs, qu'est-ce que je ferai? En vous écoutant, Benjamin, on comprend bien parce qu'il y a la tristesse, bien évidemment, et puis la colère. Enfin, dans votre discours, on a entendu les deux. On voit la tristesse au début, et puis à la fin, la colère. Ah oui, non, mais je peux pas. Je me dis, comment on peut faire ça à un enfant, quoi. Je vous dis, j'ai pas de mots, quoi. J'ai pas de mots. Je me dis, la justice, elle devrait bouger, elle devrait faire bouger les choses. En sachant tout ce qu'on a fait, en sachant que nous, on a été maintes et maintes fois là-bas, on leur a expliqué maintes et maintes les choses. On leur a montré à plus de moins. C'est pas comme si, vous savez, on était venus, on a dit, regardez, elle a fait ça. Non, on avait les preuves, on avait tout ce qu'il fallait devant eux. Ils avaient juste à prendre et à juger, justement. Il n'y a même pas besoin de dire, écoutez, Yolan, il s'est passé quoi? Yolan était là, les éléments étaient là. Tout était là pour que tout se passe bien. Mais non, on a préféré bloquer la route et dire, c'est pas grave, jusqu'à dire à Yolan, change de route. C'est un enfant voyant de changer sa route, c'est pas un adulte d'arrêter. C'est pas un adulte de dire à un adulte d'arrêter. Non, c'est un adulte qui dit à un enfant, il faut que tu changes ta route. Tu as que 10 ans, mais tu dois changer ta route. C'est normal. Moi, je trouvais pas ça normal. J'ai même dit à Céline, je vais pas. Je peux pas y aller. J'aurais été là-bas, j'aurais dit, c'est pas possible, vous me dites pas à mon fils de faire ça. C'est pas à mon fils de 10 ans de dire, je vais changer de route parce que cette personne-là veut t'envoler. Non, c'est pas normal. Moi, je suis à bout. J'arrive pas en fait à faire mon deuil parce que je me dis c'est pas normal. Tant que justice ne sera pas faite, mon deuil se fera pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis trop mal en moi. J'essaye d'avancer. J'avance tant bien que mal. Je peux pas dire. Hein. J'avance, mais c'est super compliqué. C'est trop dur. C'est trop dur. Docteur Stéphane Clerget, c'est trop dur. On ne peut que entendre et comprendre ce qu'il nous dit là. Oui, c'est absolument insupportable. Et puis surtout que le suicide comme ça d'un enfant par pendaison, c'est pas un simple appel à l'aide. C'est vraiment le fruit d'un véritable désespoir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la volonté de disparaître. Donc on peut imaginer l'intensité de la souffrance qui existait à ce moment-là. Et puis ça n'a pas non plus un caractère impulsif. Étonnamment, alors que ça semblait aller bien le jour, ce jour-là. Mais on sent que derrière cette apparence, il y avait un désespoir qui devait être présent depuis un petit moment. Et qu'il cachait, pour ne pas faire de peine à ses parents, en fait. C'est possible que ce soit la raison, oui. Ouais. Votre famille est détruite, bien évidemment, après ce drame. Et puis, il va y avoir des conséquences sur vos autres enfants. Oui. C'est quoi les conséquences? Alors, il y a 2 grands frères avant lui. Donc, déjà, il y en a un qui le vit très mal et qui parle même de rejoindre son frère. Il veut se suicider? Oui. Et il y a quelque chose qui le retient, c'est qu'il y a des enfants. Donc, il s'accroche à ça. Ça, c'est dans les débuts. Il passe par des périodes d'envie de suicide, de haine. On a passé par toutes les étapes. Il y a le deuxième qui ne parle plus de son frère parce qu'il ne sait plus en parler.
c'est sujet tabou. Et d'ailleurs, il viendra jamais sur un plateau en parler parce qu'il ne peut plus parler de son frère. Ça, c'est pour les 2 plus grands. Et maintenant, il y a les 3 plus petits. Donc, dans les 3 plus petits, on a son petit frère qui est exactement comme lui. Donc, qui sourit, qui rigole et que tout va bien et qui nous refait le système du monde des bisounours. Ça vous fait peur? Et ça me fait très peur parce qu'il est rentré au collège cette année. Et je suis toujours en train de le questionner. Même des moments, je me dis, arrête de le questionner parce qu'à force de le questionner, c'est toi qui vas lui faire peur. Et il y a ses petites sœurs, et dans ses petites sœurs, il y en a une, celle du milieu, qui le vit très très mal et qui ne veut pas être harcelée, qui du coup devient l'harceleuse. Et du coup, elle tape tout le monde à l'école. Qui a inversé le système. Qui a inversé les rôles, et elle est méchante, et elle veut pas être Yolande, elle le dit clairement. Elle dit, je veux pas être Yolande. Ah, je veux pas être Yolande. Elle le dit clairement, elle est méchante avec tout le monde, elle peut être aussi bien adorable, mais dès qu'elle se retrouve avec ses pères, c'est violence. Elle répond que par la violence. Elle est compréhensible, docteur, cette réaction? Oui, c'est intéressant de voir effectivement comme finalement l'histoire de Yolande impacte la fratrie. Alors après, elle peut entendre qu'elle peut être différente de Yolande sans être dans l'autre extrême. Et surtout ne pas réduire Yolande à son chagrin. Et Yolande, c'était aussi un garçon qui avait sa personnalité, ses qualités. Donc. Bien sûr. Et je vous ai vu, Benjamin, réagir quand elle parlait du petit frère de Yolande qui est pareil. Et j'ai senti là une inquiétude chez vous très forte. Moi, Yolande, en fait, je suis un papa qui n'est pas démonstratif. Je suis pas fort câlin, j'adore jouer, tout le j'adore mes enfants. Je suis pas démonstratif. Mais depuis qu'il s'est passé ça avec Yolande, je surprotège Ivan. Parce que je me dis, ce petit bout, en fait, il ressemble à son frère. C'est son frère très craché. Il est super adorable, il est super joueur, il aime bien taquiner papa, comme Yolande faisait avec moi. On est arrivé à avoir une plus grosse complicité comme avec Yolande. Yolande, on avait une complicité tous les soirs, c'est de jouer ensemble. Et avec Ivan, j'ai l'impression que ça s'est retransféré sur Ivan, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Yolande s'est retransféré, entre guillemets, sur Ivan, dans le sens dans les jeux. On arrive à avoir cette complicité que j'avais à avoir avec Yolande. Et maintenant, ce qui me fait super peur, c'est que, je l'ai dit, dès qu'il y a un enfant qui va toucher à mon fils, je ne laisserai plus faire, Céline. C'est moi qui vais y aller, et je ne suis pas diplomate, je le sais, mais je ne laisserai plus faire. Je ne laisserai plus mes enfants, j'irai voir les personnes qui sont concernées, et je ne laisserai personne toucher à mes enfants. J'ai trop d'inquiétude, on va dire. Vous avez déposé plainte contre la professeure de danse, oui. C'est ça, du tout début de l'histoire, celle qui en fait a enclenché finalement ce qui est arrivé à Yolande, pardon. Ça a été classé sans suite. Alors, j'ai déposé plainte en tant que présidente du club au début, parce que j'avais 28 attestations de parents qui demandaient son renvoi pour fait grave. Quand je dis fait grave, il n'y a jamais eu de violence physique. Donc, je dépose plainte. Il y a aussi non-assistance à personne en danger de ma faute si je fais rien. Hein. Donc, je dépose plainte en tant que présidente. Et ensuite, je dépose plainte aussi en tant que maman. Donc, ça, c'est une autre plainte. Parce que lors d'un spectacle, elle entraîne mon fils derrière un cabanon, elle l'appelle derrière un cabanon avec une petite fille de 3 ans qui est la fille de la bénévole qu'elle a aussi anéantie. Et c'est là qu'elle dit à Yolande, mais Dieu, il n'est pas content parce que ta mère, elle a fait qu'elle m'a renvoyée du club. Et là, je décide d'aller déposer plainte. Et dans la plainte, je mets toutes les plaintes, tout ce qui s'est passé. Je retrace tout et je dépose plainte pour tout. Et j'écris au procureur en demandant une interdiction d'approcher et les enfants du club de danse et mes propres enfants. Et j'ai eu aucune réponse et rien n'a été fait. Là, aujourd'hui, vous allez redéposer plainte? J'ai déjà redéposé plainte quand Yolande est décédée. Et ça a été classé sans suite. Parce que pour prouver le harcèlement quand une personne est décédée, c'est très compliqué, malgré les pièces qui sont dans le dossier. Donc là, je redépose plainte en me portant partie civile, parce que je ne savais pas que ça existait à l'époque. Et du coup, je redépose plainte en me portant partie civile avec des associations qui se porteront aussi partie civile. Et donc là, un juge d'instruction va être désigné, une enquête va être faite pour savoir quelle suite donner à tout ça. Merci Céline, merci Benjamin, bon courage à vous. Merci. Bon courage, vraiment, parce que on sent à quel point c'est encore à fleur de peau pour vous, à quel point c'est douloureux. Et on a compris aussi que vous comptez beaucoup sur la justice désormais pour essayer de condamner des personnes qui ont participé à ce drame. Merci à tous les deux. Merci. Dans Crime et Faits divers, la quotidienne, dans un instant, la vie de René, une paisible